Alors qu'on voit de plus en plus passer un message autour de l'immobilier à Dubaï, éventuellement un prochain crash à venir. D'un côté, on a les catastrophistes qui, eux, pensent que l'Iran va rentrer en guerre contre Dubaï, peut-être détruire tous les bâtiments. On parlerait de guerre, de troisième guerre mondiale. Donc on a vraiment des personnes qui sont là pour dire voilà, c'est la fin du monde. De l'autre côté, on a les haters qui détestent les influenceurs, qui sont partis faire de la thune à Dubaï, sans payer d'impôts, quitter la France, et qui aujourd'hui voudraient revenir justement la queue entre les jambes. Moi, ce que je note dans cette situation, c'est que tout le monde est dans l'émotion, que personne ne prend réellement du recul sur cette situation, et on devrait justement l'observer de manière plus humble et essayer d'en apprendre, d'en tirer des grandes leçons. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les propriétaires immobiliers à Dubaï, ces personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui rentrer chez elles, elles sont réellement coincées sur leur territoire, coincées par leur logement. Est-ce qu'on laisse nos affaires sur place? Est-ce qu'on peut vendre? Est-ce qu'on peut louer? Bref, c'est des personnes qui sont coincées et j'aimerais justement vous éveiller à réfléchir comment ne pas se retrouver dans cette même situation. Dans ce cours, on va donc parler, on l'a bien compris, de résidence principale, mais surtout de mobilité, de liberté que pourrait nous procurer la résidence principale. Avant de vous apporter les solutions, on va essayer justement de fixer le sujet. Moi, j'ai mes petites notes sous les yeux. On va essayer de voir ensemble, donc si vous êtes une personne qui peut-être allait acheter votre future résidence principale, vous avez déjà votre résidence principale, vous êtes propriétaire de votre logement, et je vous invite à écouter tout ce que je vais vous raconter autour justement des événements majeurs ou des événements mineurs qui pourraient justement bouleverser votre quotidien. Je commence avec les événements majeurs. On l'a dit, à Dubaï, potentielle guerre. Ça, c'est un événement majeur qui fait que vous pourriez être amené à quitter votre logement sans vraiment le décider par vous-même. Parce que quand des bombes tombent sur votre toit et que votre logement est détruit, vous êtes obligé de partir. Éventuellement, vous avez les catastrophes naturelles. Alors, je suis désolé, on est un petit peu dans des thématiques justement, et je ne veux pas procurer des émotions négatives, mais on est sur du concret. C'est un pourcentage très minime, mais ça peut arriver. Des catastrophes naturelles avec, je sais pas, un tsunami, un ouragan, des choses comme ça qui pourraient venir dans certains cas de figure, un séisme en France, les Alpes par exemple, et bien venir à détruire le logement. Vous avez éventuellement des changements de loi. Là, je vais penser par exemple à des personnes qui habitent par exemple à côté d'une frontière, un pays qui vous accueille, dans lequel vous avez plus de revenus, France, Suisse par exemple. Des gens ont des opportunités à travailler à l'étranger et ramener de l'argent dans un autre pays dans lequel le coût de la vie est un petit peu moins cher. Si la Suisse change ses lois, peut-être qu'au niveau des frontières, il va se passer des choses. Vous avez éventuellement, il y a plein de choses, un incendie dans votre logement, bref. Plein de choses feraient que les conditions dans lesquelles vous avez acheté votre bien, dans lesquelles vous vivez aujourd'hui, pourraient complètement changer demain. Et ça, c'est quelque chose qui est externe à vous, que vous ne pouvez pas contrôler. C'est difficile à anticiper. Donc ça, c'est des événements majeurs dont, au final, je ne vais pas forcément mettre en avant, même si c'est le sujet de Dubaï, en fait. Mais je vais vous amener beaucoup plus loin dans la réflexion, avec d'autres événements qui, eux, sont considérés comme mineurs, mais qui vont vous amener à devoir prendre des décisions, à réfléchir à votre situation. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la moins bonne? Est-ce que vous pouvez continuer d'évoluer et de conserver une forme de liberté? Ce qui est censé apporter justement la résidence principale normalement à terme. Au niveau des événements mineurs, aujourd'hui vous êtes peut-être célibataire, demain vous serez peut-être en couple. Donc on va parler justement du contexte relationnel. Peut-être que vous êtes en couple et demain vous serez célibataire parce que vous allez vous séparer pour une quelconque raison, peut-être perdre un proche. Je ne sais pas ce que je vous souhaite, évidemment. Mais votre situation dit matrimoniale pourrait évoluer. Votre projet de famille aussi, peut-être que vous avez envie d'avoir un ou plusieurs enfants. Et donc votre logement actuel a un nombre de pièces limité et ne pourrait pas s'agrandir et vous voulez apporter du confort à votre famille, ce qui se comprend. Peut-être que vous allez rencontrer au fur et à mesure de votre parcours des opportunités professionnelles au niveau de votre carrière. Peut-être qu'on va vous proposer des mutations. Peut-être que vous avez un poste dans une autre ville ou même dans votre ville, à vous, qui serait mieux payé, qui vous apporterait des meilleures conditions de travail. Ça, c'est plein de petits points qui sont du coup plus internes à vous. Ce n'est pas le monde qui vous entoure qui impacte votre vie, mais par contre, vous partez de vous-même et vous faites des choix. Vous évoluez au quotidien.
Ces choix peuvent vous apporter éventuellement de la nouveauté, si vous l'acceptez, si vous avez envie d'aller vers cette nouveauté, ou elle peut aussi eh bien, vous apporter un sentiment un peu plus négatif de non-décision, parce que vous ne pouvez pas, justement, parce que vous êtes coincé. Coincé peut-être par rapport à votre logement, et on va justement continuer de le définir après, pourquoi est-ce que vous pouvez être coincé par rapport à votre logement. À ce moment précis, on peut se demander, est-ce que mon logement, celui dans lequel je suis, eh bien, est-ce qu'il s'adapte à ma vie d'aujourd'hui, et est-ce qu'il sera en capacité de s'adapter à ma vie de demain? Comme on l'a dit, des changements de vie, que ce soit au sein de son foyer, peut-être un futur déménagement par rapport à une opportunité qu'on pourrait trouver ailleurs. Est-ce que mon logement s'adapte à moi? Est-ce que c'est moi qui m'adapte à lui? Est-ce que je peux continuer d'évoluer? Aujourd'hui, quand on regarde la majorité des gens, lorsqu'ils font une acquisition immobilière, ils vont passer beaucoup de temps au niveau de l'achat à augmenter leur confort de vie, peut-être la décoration, choisir un bien dans lequel ils se sentent bien chez eux. Mais ils ne pensent jamais à l'après. Ils ne pensent jamais à la sortie, au moment où ils vont potentiellement devoir quitter ce logement. Malheureusement, ça peut être un décès, mais ça peut être simplement un changement de vie, comme je viens de l'exposer depuis tout à l'heure. Donc si votre vie elle devait changer demain, qu'est-ce que deviendrait votre logement? Est-ce que votre logement vous donnerait ce sentiment de liberté ou est-ce qu'il va vous coincer? Je vous laisse réfléchir là-dessus par rapport à l'achat. Normalement, aujourd'hui, pour moi, j'ai défini 2 types d'acheteurs. Vous savez, la majorité des gens, 90-95% des gens sont dans cette situation-là. Ils achètent un logement pour vivre, une forme de refuge, on parle de confort, de recherche de confort, et ça coûte souvent de l'argent, des émotions, de l'énergie, et ainsi de suite. Et souvent, l'investissement qu'on met là-dedans, ça apporte une forme de rigidité. Et c'est là où ça peut vous bloquer dans votre mobilité. Parce qu'une fois que vous vous êtes bien installé chez vous, que vous avez créé peut-être même des souvenirs, vous n'avez pas forcément envie de quitter cet endroit. Mais quand votre vie vous contraint justement à du changement, parce que ne plus être en couple, votre logement qui devient trop grand devient trop cher, vos enfants sont partis, parce qu'ils ont fait des études supérieures, votre logement est trop grand et vous souhaitez quand même le conserver, il y a une façon différente de l'aborder. Donc vous avez peut-être aussi acheté trop cher ce bien au début, parce que vous avez fait trop de travaux, vous n'aviez pas pris en compte les frais de notaire et des choses comme ça. Votre budget mensuel de gestion du bien, il est trop élevé, parce que vous avez encore un crédit, parce que vous n'avez pas pris en compte toutes les charges que cela pouvait occasionner. Forcément, vous avez diminué votre marge. Et si vous diminuez votre marge de manœuvre, qu'elle soit financière au niveau mensuel ou lors de la vente, eh bien, la situation, justement, vous restreint dans vos choix, dans votre capacité à rester mobile. Aujourd'hui, vous pouvez aussi penser différemment. Pensez votre achat de résidence principale comme un investisseur et vous dire que c'est votre logement, c'est pas vous qui vous adaptez à votre logement, c'est votre logement qui s'adapte à vous, non pas à travers le confort, mais à travers ce qui peut vous apporter. Je parle de liberté. Qui vous permettent justement d'évoluer dans le temps. Si vous avez besoin de partir, peut-être ou de le mettre en location ou de le vendre rapidement, vous pouvez le faire. Et après, tout dépendra de la décision de chacun à ce moment précis. Et c'est simplement en fait des choix différents entre une personne A qui maximise son logement mais pas sa vie personnelle et une personne B qui maximise sa vie personnelle et qui met en second plan justement ce qu'on appelle le logement. Chacun est libre de décider ce qu'il a envie de faire comme il le pense, quoi. Et je continue d'essayer de vous faire réfléchir. Je ne suis pas là pour vous donner la stricte bonne vérité, évidemment, mais parce qu'aujourd'hui, un bon achat, il ne se juge pas justement seulement à l'entrée. Est-ce que vous avez, je sais pas, acheté dans un beau quartier, vous vous sentez bien chez vous c'est pas juste à ce moment-là, quand vous avez acheté, que vous avez obtenu les clés, qu'on dit que c'est une bonne ou une mauvaise acquisition. C'est surtout après, en fait, à la sortie. Qu'est-ce que ce bien va devenir après votre départ? Est-ce qu'il peut continuer à évoluer seul? Est-ce qu'il peut continuer à évoluer sans vous? Et surtout, vous, comment est-ce que vous pouvez évoluer sans ce logement? Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que vous pouvez sortir facilement, le conserver, mais l'utiliser d'une manière différente? Et c'est justement tout un tas des sujets que j'évoque sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus. Aujourd'hui, moi, je conçois le logement d'une manière différente. J'ai établi, je suis désolé d'utiliser le terme stratégie, méthode, ça fait un peu vendeur de rêve, mais ce n'est pas du tout le cas. L'idée, c'est juste de se dire,
ma résidence principale, je la vois d'une manière différente que 80-90% des gens. Moi, j'appelle ça la stratégie des résidences principales hybrides. Hybride dans le sens où je vais essayer justement d'utiliser plusieurs axes pour que ce bien m'apporte justement un sentiment de sérénité, de liberté comme j'aimerais justement le percevoir. L'idée, c'est quoi? Donc, ceux qui veulent vraiment beaucoup de détails par rapport à cette résidence principale hybride, il y a une vidéo, je vous mets le lien dans la description, qui sera beaucoup plus dense, parce que je ne vais pas vous en parler là pendant 20 minutes. Mais l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de bien acheter son logement, d'avoir un logement qui est décoté, dans lequel il faudrait faire des travaux. Peut-être qu'on va valoriser en créant des nouvelles pièces, des nouveaux espaces, des choses comme ça. Vu qu'on crée de la valeur à l'acquisition, alors qu'on a certainement fait un crédit, on se laisse de la marge de sécurité par rapport à une potentielle revente. Si vous achetez 100 000, je donne des chiffres ronds, vous mettez 10 000 euros de notaire, 20 000 euros de travaux, vous avez un appartement qui vaut 130 000. Est-ce que vous êtes sûr que le logement que vous allez acheter, vous pouvez déjà le vendre 130 000? Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas de marge de sécurité. L'idéal, ce serait de se dire, le logement que j'ai acheté à 100 000, je vais pouvoir le vendre 150. Est-ce que c'est possible dans le cas de figure que je dis, c'est juste un exemple, est-ce que c'est possible dans les cas de figure que vous allez pouvoir observer sur votre marché, sur votre bassin de vie? Ça, on peut en discuter ensemble si vous le voulez. Et justement, pour ne pas se tromper et se laisser de la marge. Et qu'est-ce qu'elle va nous permettre, cette marge? Et si demain on a envie de partir et de vendre, on peut le faire de manière confortable parce qu'on peut récupérer notre apport à minima, peut-être gagner de l'argent, et ça, ce serait quand même vraiment bien. Et surtout, si on a envie de partir vite, on peut, parce qu'une vente, ça prend minimum 3 mois si l'acquéreur en face, il a un crédit. Et donc parfois, ça prend 6 à 12 mois quand on a mal fait les choses, on les a mal anticipées. Et donc forcément, si on ne peut pas vendre vite, partir vite, on a du mal à prendre des décisions. Et donc conserver ce sentiment de liberté. De l'autre côté, on peut aussi essayer de voir ce logement, comment l'optimiser. L'optimiser donc soit lorsque l'on vit dedans, pour réduire notre budget mensuel, éventuellement en prenant des locataires, en faisant du Airbnb, peu importe. On réduit notre budget mensuel, ce qui nous permet peut-être d'économiser pour faire d'autres projets à côté, que ce soit de l'investissement, mais comme des vacances, peu importe. À partir de ce moment-là, on a une marge de respiration financière mensuelle. Et ça, c'est vraiment très important. De l'autre côté, ça veut dire qu'à la sortie, si on n'a pas envie de vendre le bien, le conserver, mais qu'on veut tenter une aventure, partir en voyage, aller sur une autre ville, mais peut-être qu'on reviendra sur notre bassin plus tard parce que c'est notre résidence principale, et ça nous laisse de la marge. Ça nous laisse de la marge. Pourquoi? Parce qu'on peut le mettre en location sans que ça nous coûte de l'argent. Si vous établissez mal votre budget et que vous avez, je vais dire une bêtise, un crédit à 500, des taxes foncières, des charges et compagnie, que ça vous coûte 800 euros mensuels, mais que vous ne pouvez le louer que 600, vous devez mettre 200 euros de côté. Si vous êtes dans un schéma inverse, que vous avez bien acheté, vous avez pu créer de la valeur, peut-être une nouvelle pièce, pouvoir optimiser la rentabilité de votre bien, vous pouvez facilement justement partir à l'extérieur en vous disant je vais mettre ce bien en location et je reviendrai plus tard. C'est une possibilité. Si on revient un petit peu sur Dubaï, vous allez me dire oui mais Dubaï c'est pas pareil parce que c'est la guerre. Effectivement la guerre c'est différent. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vont pas pouvoir vendre leurs biens maintenant tout de suite. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'acheter un bien qui est dans la guerre à Dubaï maintenant tout de suite. Ça, on est tous d'accord. Mais dans les événements mineurs que je vous ai partagés, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que dans chacune de ces petites possibilités, des changements relationnels, d'envie de faire des enfants, de se séparer, des opportunités professionnelles, ça paraît des petites choses, mais qui sont des choix dans notre vie qui nous impactent quand même au quotidien et qui parfois peuvent nous faire prendre des parcours légèrement différents et de ne pas avoir de regrets justement à la fin de notre vie. Si cette thématique vous intéresse, que vous vous posez des questions, je vous l'ai dit, je fais plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet-là. S'il y en a qui ont envie de savoir si cette stratégie est adaptée pour eux, n'hésitez pas à réserver un appel dans la description. Je fais un diagnostic, j'analyse votre situation de manière 100% gratuite, évidemment, et de vous dire si il y a une possibilité de stratégie de résidence principale hybride pour vous ou pas. Si ce n'est pas du tout le bon moment, c'est aussi, c'est pas grave en fait. Et à partir de là, si vous avez des questions à me poser, il ne faudra pas hésiter, justement, je répondrai à toutes les questions que vous voulez. Et si vous voulez qu'on bosse ensemble, ça se fera dans un second temps. C'était Valentin, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!